Docteur Dossou-Bété, bonjour. Bonjour, monsieur Karl Rudolph. Depuis quelque temps maintenant, le gouvernement béninois a annoncé des réformes dans le secteur de la santé. On a déjà connu quelques recrutements. Maintenant, ce que les médecins attendent le plus, c'est de savoir quand est-ce que les réformes liées aux augmentations de salaire vont avoir lieu. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, avant de répondre à quand, il est important de dire déjà que dans le cadre des réformes, l'objectif qui est visé, c'est d'assurer aux populations des soins de qualité et une qualité qui est en constante amélioration. Et pour ce faire, c'est vrai qu'il faut des ressources humaines, qu'il faut bien les payer, mais il faut bien d'autres choses, des établissements de santé qui sont adaptés, bien équipés, et des ressources humaines qui savent travailler ensemble, des intrants qui sont disponibles. Et c'est vrai que sur la question de la rémunération, le gouvernement a travaillé et a pris la décision de faire une augmentation de salaire. Et cette augmentation de salaire, elle a effectivement été faite. Elle a déjà pris effet depuis mars 2025 à l'occasion de recrutement d'agents de type nouveau qui ne sont plus des fonctionnaires et centraux comme on avait avant, mais qui sont appelés des agents contractuels de droit public des collectivités territoriales et décentralisées. Et donc celles qui ont été recrutées déjà en mars 2025 bénéficient de cette augmentation de salaire. Et si on veut aller plus loin, il faut bien comprendre que cette augmentation-là, elle concerne le salaire en lui-même, mais la partie augmentation qui est apportée n'est pas imposée. Et en plus de l'augmentation de salaire, il y a une indemnité qui est liée à la zone dans laquelle on travaille, parce que le Bénin, en fonction des conditions de facilité d'accès, en fonction de la densité des ressources humaines, a été stratifié en zone verte, zone jaune et zone orange. Et donc, il y a une prime une indemnité, qui est ajoutée à l'augmentation de salaire, qui permet donc à ces ressources humaines de pouvoir avoir une amélioration substantielle de leurs revenus et de pouvoir et de ne plus regarder les mirages. Alors, quand vous dites que ce n'est pas imposé, ça veut dire qu'il n'y a pas de taxe, c'est détaxé, c'est ce que vous voulez dire? Exactement. Le montant qui est annoncé en termes d'augmentation est récupéré en net par le professionnel de santé. Vous parliez vous disiez que ces augmentations empêcheraient les professionnels de santé de regarder des mirages ailleurs. Est-ce que vous avez pu évaluer l'impact de la fuite des cerveaux sur le secteur de la santé au Bénin? Alors, on n'a pas évalué l'évacuation ou l'exode de ces ressources humaines. On n'a pas quantifié, mais quant à l'impact, ça c'est clair, on le voit tous les jours. Ça se traduit à travers des ressources humaines qualifiées qui sont insuffisantes dans les centres. Ça se montre à travers les surcharges de travail que subissent ceux qui sont en poste. C'est aussi des concours de recrutement, les derniers qui ont été faits, tous les postes n'ont pas été pourvus. Ensuite, parfois, à la fin du concours, les gens sont reçus, ils prennent service, mais quelque temps après, ils démissionnent, ils s'en vont. Et c'est aussi au niveau de l'Ordre national des médecins, on voit des jeunes diplômés qui vont aller demander leur inscription au tableau de l'Ordre et quelques jours après, demandent la radiation. Pourquoi? Parce que pour travailler à l'étranger, ils sont obligés d'apporter la preuve qu'ils sont radiés de leur ordre. Et donc, ils n'ont même pas exercé, mais ils font la formalité d'être enregistrés, puis demandent immédiatement leur radiation. Tout ça, c'est des stigmates de cet exode-là qui sont bien visibles et qui sont visibles au quotidien. Alors, est-ce qu'on peut savoir combien de médecins partent par année? Il vous est arrivé de faire le point? Non, on n'a pas de statistiques vraies sur la quantification de ceux qui partent. Ce qu'on sait, ce qu'on entend souvent, c'est que des jeunes vont dire « de ma promotion, presque tout le monde est parti ». Et ça, c'est vraiment ce qu'on entend, mais la quantification exacte, on ne l'a pas. Et c'est pour ça que c'est important de noter l'engagement que le gouvernement du président Patrice Talon a eu de dire ce problème-là, je le prends à bras le corps, je le règle, même si on n'a pas réussi à quantifier combien c'était. Il était important que ça soit fait. Ce qui a conduit que les promotions de médecins 2023-2024 ont tous
été recrutés par l'État béninois. La deuxième chose qui est notée comme impact de la prise en charge de cette problématique, c'est qu'on voit que le concours de recrutement qui a été fait en 2021, par exemple, on a eu moins de candidats qui avaient de postes ouverts pour les spécialistes. Alors que le dernier concours 2025, il y a eu plus de candidats que de postes ouverts. Ce qui montre déjà l'impact de ces mesures qui sont prises, cette augmentation de salaire pour permettre aux professionnels de pouvoir être recrutés, de rester sur place et de les fidéliser aussi. Quand on a commencé, on parlait des augmentations de salaire. Docteur, vous aviez dit que les dernières recrues, celles de 2025, ont déjà constaté cette augmentation sur leur fiche de paie. Le gros lot, c'est pour quand ? Les autres vont arriver. On ne peut pas, dans le secteur, dire qu'on va augmenter les salaires d'une partie, d'une catégorie. Donc tous les médecins, ceux qui sont déjà en poste actuellement, vont progressivement être concernés par cette mesure aussi. Et ensuite, les paramédicaux. Personne ne sera oublié parce qu'il faut impacter tout le secteur et l'entièreté des acteurs du secteur. Ça grogne quelque peu chez les paramédicaux parce qu'ils estiment que jusqu'à présent, aucune de ces décisions ne les prend en compte. Ils parlent de discrimination, qu'ils sont tous ensemble dans les hôpitaux avec les médecins et que le gouvernement ne pense pas à eux. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds qu'il faut qu'ils sachent être patients. Parce que quand on a des ressources limitées et qu'on doit faire face à des grosses dépenses, on est obligé d'opérer des choix et dans ces choix-là, des stratégies de mise en œuvre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le choix qui est fait, c'est de commencer par les médecins et puis après d'arriver aux paramédicaux. Et qu'il faut savoir que il faut que cette mesure qui est mise en œuvre depuis mars 2025, que les premiers mois ou les montrent que et la promesse qui était attendue est bien arrivée. Et qu'il n'est pas question d'aller jouer à des stratégies pour réduire l'impact de ces mesures sur les bénéfices pour les populations, ça risquerait de retarder au contraire l'extension. Si par contre très vite on remarque que cette augmentation-là, elle a un impact favorable dans le secteur à travers l'application sur les médecins, ben ça va faciliter, ça va accélérer même le processus d'expansion parce que le gouvernement qui a pris la décision sera content parce qu'il dira j'ai pris une bonne décision, elle donne de l'effet, un effet attendu, donc généralisons. Vous savez, docteur, il y a un adage culte en France qui veut qu'il y ait plus de médecins béninois en France qu'il y en a au Bénin, ce qui n'est pas tout à fait vrai selon les enquêtes. Mais est-ce qu'il y a une politique du gouvernement béninois pour faire entrer cette diaspora très qualifiée dont le pays ne profite pas ? Oui, effectivement, sur cet adage-là, j'avoue que j'étais pas encore médecin lorsque je l'ai entendu pour la première fois, c'était en 1979. Et je vois que en 2025, on en parle encore. Oui, mais il faut comprendre qu'en fait, que c'est vrai qu'il y a des médecins béninois qui sont installés en région parisienne, mais s'ils sont restés, c'est parce qu'ils sont devenus français et ils ont choisi d'y rester. Maintenant, il faut, d'une manière générale, on peut dire et on admet qu'il y a beaucoup de médecins qui vont s'installer hors du Bénin. Et que ceci, c'est une perte pour le pays. C'est vrai. Mais ce constat étant fait, le gouvernement n'est pas resté sans rien faire. Il y a une série de mesures qui ont été prises et qui permettent de faire comprendre à ces médecins qui sont partis, parce qu'en général, il y en a beaucoup qui ont le souci du pays, qui ont le mal du pays, qui ont envie de travailler quand même pour le pays. Donc il y a plusieurs choses qui ont été faites. Et je vais citer pour cela les pôles d'excellence qui ont été créés. Vous avez par exemple, au CNHU, il y a un pôle d'excellence en matière de chirurgie cardiaque qui fait que des compétences médicales en chirurgie cardiaque qui sont à l'étranger, dans la diaspora, peuvent à ce moment-là venir pour faire ces interventions. Il y a le renforcement du plateau technique qui a été fait dans plusieurs hôpitaux et au sommet de tout ça, il y a le CHIC qui a été mis en place et qui, avec tout ce qu'il y a comme technologie qu'on peut rencontrer dans les pays développés, donc qui facilite l'arrivée. Il y a aussi l'ouverture du statut de collaborateur externe qui permet à ces béninois de la diaspora, dans des conditions très particulières, d'avoir des contrats spécifiques pour pouvoir venir travailler. Il y a aussi que le ministre de la Santé a fait des communications à l'adresse typiquement de cette cible-là pour leur montrer ce qu'il y a de nouveau
et qui favoriserait leur retour, ce qui a permis, qui a impacté directement le dernier recrutement qu'on a fait en 2025, qui a vu des Béninois venir composer, être retenus et prendre service. Et puis il y a enfin la suppression de l'obligation de radiation de l'ordre du pays d'accueil. Parce que c'est une demande qui vient des médecins de la diaspora, de l'obligation qu'ils avaient de se faire radier de l'ordre des médecins du pays où ils étaient avant de venir au Bénin. Parce que, d'une manière générale, on n'admet pas qu'un médecin soit inscrit dans 2 ordres différents. Mais aujourd'hui, au Bénin, c'est possible pour les Béninois qui le souhaitent, sans se faire radier de l'ordre des médecins du pays d'accueil où ils sont, peuvent venir travailler au Bénin et s'inscrire à l'ordre national des médecins du Bénin parce qu'on a fait pour eux une liste spéciale où ils peuvent être inscrits. Voici autant de choses qui sont des éléments qui favorisent le retour de ces compétences de la diaspora. Est-ce que le Bénin répond au ratio de l'OMS, tel nombre de médecins pour tel nombre de population? Est-ce que le gap est comblé finalement? Non, il faut être clair pour dire que aujourd'hui, les cibles ou les recommandations de l'OMS en termes de seuil, c'est 44,5 agents pour 10 000 habitants, tout compris. Et en 2022, le Bénin, on identifiait qu'il y avait un manque, un gap de 42 386 agents et qu'on était à une couverture de 22%. Donc la réponse est claire, non, on ne répond pas à la cible. Mais je veux dire tout de suite que ça ne paraît pas inquiétant. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte mondial de raréfaction de ressources humaines. Donc on ne peut pas, dans notre contexte béninois, de prétendre combler ce gap-là parce que les pays qui aspirent ont des conditions qui sont beaucoup plus favorables. Mais le Bénin travaille, il ne reste pas les bras croisés. Et vous avez vu l'impact déjà sur le recrutement, le concours qui a été fait en 2025. Deuxièmement, il faut savoir que ce contexte mondial fait qu'on ne doit plus continuer à espérer que ces ratios-là sont atteignables et doivent être visés obligatoirement. Pourquoi? Parce qu'il faut au contraire réfléchir à des stratégies autres de permettre à la compétence, je dis bien la compétence, d'être disponible auprès du malade sans que forcément le médecin soit physiquement présent. Et vous voyez où je veux en venir, ce sont les nouvelles technologies d'information qui permettent, en digitalisant le système, non pas, je dirais, de faire des petites transformations, il faut que complètement on travaille à ce que l'écosystème sanitaire au Bénin soit transformé, numérisé, pour que ça soit possible. La télémédecine, c'est un des aspects, mais il y en a plusieurs. Mais pour dire que je prends un patient qui a Péonco, par exemple, qui a une douleur thoracique, il n'a pas besoin forcément qu'un cardiologue soit à côté de lui à Péonco pour qu'il soit pris en charge de manière parfaite. Si le médecin est à Parakou, à Natitengo, le cardiologue, et qu'à Péonco, il y a un infirmier qui peut faire un ECG et envoyer le ECG au cardiologue qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire est fait parce que les intrants sont disponibles, le malade, son problème est réglé. Il n'a pas vu le cardiologue tout près de lui, mais son problème est réglé, c'est ce qu'il faut. C'est la disponibilité des compétences plus que la disponibilité de la personne physiquement qu'il faut viser pour pouvoir arriver à garantir une bonne couverture du pays avec les ressources qu'on a, en travaillant toujours à améliorer. Vous parliez de plateau technique. Moi, j'ai personnellement discuté avec certains médecins qui m'ont dit, oui, on peut nous augmenter les salaires, mais si nous n'avons pas les moyens techniques pour travailler et qu'on nous offre mieux ailleurs pour pratiquer notre art, on va s'en aller. Est-ce que ce risque-là n'est pas toujours présent? Le risque est présent, mais il est en voie d'amoindrissement. On a conscience que les salaires qui ont été augmentés ne suffiront jamais et toutes les études ont bien démontré que ce sont les conditions de travail qui sont les meilleurs éléments sur lesquels on doit travailler pour fixer les professionnels de santé. Et dans le monde, les hôpitaux magnétiques ont démontré la chose, donc il y a même plus de débat dessus. C'est les conditions de travail qui font que quelqu'un a envie de rester, envie de venir, et quand il vient, il a envie de rester, il n'a plus envie de partir. Les hôpitaux magnétiques, s'il vous plaît, docteur, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hôpitaux où on a des conditions de travail particulières, confortables, où les acteurs de l'établissement de santé travaillent en symbiose
et ont droit à la parole pour exprimer tout ce qu'il leur faut pour être dans de bonnes conditions de travail. Et ils le reçoivent. Et parce qu'ils le reçoivent, ils sont tellement contents, ils sont dans une situation de bien-être qui fait qu'ils ne peuvent que donner des soins de qualité. Et on sait qu'il y a un cercle vertueux qui se met entre bien-être du professionnel, meilleures conditions de travail et qualité des soins. Et ça garantit que la ressource humaine soit fidélisée et qu'elle donne des soins de qualité. Et ça, on y arrive, puisque le gouvernement a travaillé à réhabiliter les établissements qui pouvaient le faire. Ceux qui ne pouvaient pas, on a décidé de construire de nouveaux établissements. Et là, on le voit, bien sûr, on revient encore au chic avec tout ce que ça peut comporter. Il y a des renforcements des équipements dans plusieurs hôpitaux. En imagerie, par exemple, l'IRM, le scanner, il y a des hôpitaux qui n'en avaient pas. Il y a l'acquisition des ambulances qui va permettre d'améliorer le transfert des malades, donc de rendre le professionnel plus pertinent quand il prend une décision de référer un malade, que ça puisse se faire facilement, et pas qu'il se contente de dire il faut référer, mais il y a tellement de difficultés parce qu'il n'y a pas d'ambulance, parce que la famille n'a pas les ressources, parce qu'elle ne veut pas. Tout ça est réglé par... Il y a des agences, 3 nouvelles agences de transfusion sanguine qui vont être construites au niveau des départements. Il y a des unités de dialyse nouvelles qui ont été mises en place. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que le professionnel soit dans des meilleures conditions pour faire son travail. Et parce qu'il est dans les meilleures conditions, il n'a plus envie de partir. J'ai accompagné, il y a 2 ans, des étudiants qui sortaient la promotion 2023 visiter le chic. Et je peux vous dire, l'effet que ça a eu sur eux est terrible. Et moi-même, je me dirais, si j'avais cet âge-là, j'aurais jamais envie de partir. Je sais que j'ai fait ma formation à l'étranger, mais si je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est de travailler là, parce que ah oui. Docteur, parmi les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le secteur de la santé, il y a les primes d'engagement au service public et à la carrière hospitalière et une indemnité de zone d'exercice. Quelles sont les catégories de personnel de santé qui sont concernées et comment est-ce que vous classez ces indemnités de zone d'exercice? Ceux qui sont concernés, pour l'instant, ce sont les médecins. Et médecins nouvellement recrutés, et progressivement s'étendre à tous les autres médecins, puis aux autres catégories. Les zones, il y a des zones vertes. Cotonou, par exemple, c'est une zone verte, il y a une surpopulation de ressources humaines, il n'y a pas de problème. Maintenant, le reste du pays est divisé en zone jaune ou zone orange en fonction du fait qu'on ait moins de 7 ressources humaines qualifiées pour 10 000 habitants, ou bien entre 7 et 12. Entre 7 et 12, on est jaune, et moins de 7, on est orange. Et les oranges, ils ont une prime qui est plus élevée que les jaunes. Les professionnels, les médecins notamment, veulent savoir à combien s'élèvent ces primes-là par rapport aux zones. Alors, les montants exacts, je ne peux pas vous les donner, mais manifestement, ceux qui ont déjà eu à se rapprocher de ça sont tellement contents qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de rester. Maintenant, on voit tous les efforts que le gouvernement fait pour améliorer le secteur de la santé, mais ce n'est que dans le public. Alors que les soins de santé aussi sont assurés par le privé. Vous-même, vous êtes ancien président de la plateforme du secteur sanitaire privé. Tout ce qui se fait, on a l'impression que le secteur privé est le parent pauvre, laissé sur le carreau. Pourquoi est-ce que vous abandonnez comme ça le privé? C'est effectivement l'impression qu'on peut avoir, mais elle n'est pas juste du tout. Je vais vous démontrer pourquoi elle n'est pas juste. Parce que dans toutes les réformes qui ont été faites, d'abord, les constats ont été faits que le secteur privé assure, aujourd'hui on dit 52% de l'offre, et que ce secteur privé, il est important pour le Bénin. Pour le secteur de la santé, il est très important et on ne l'oublie pas, on ne le met pas de côté. Au contraire, on travaille à ce qu'il rentre bien dans un partenariat équitable. Alors, on a l'impression, parce que dans les éléments de réforme, il y a beaucoup de mesures qui concernent la gouvernance des établissements de santé. Or, l'État a la responsabilité de la gouvernance des établissements publics. C'est qu'il y a beaucoup de textes qu'on va voir qui ciblent ces établissements publics. On a l'impression que le privé est oublié. Mais il n'est pas oublié. La preuve, c'est que le dispositif pour la sécurité des patients qui a été mis en place s'appuie sur un référentiel unique.
qui est appliquée aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé dans les mêmes conditions. Et parce que le secteur privé est important, toutes les mesures qui sont prises font attention de respecter ce caractère privé. Parce que l'État ne peut pas s'immiscer aussi loin dans la vie, dans la gouvernance d'un établissement privé qu'il le fait pour le public. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il ne fait rien pour le privé. Mais une fois que le privé a son autorisation, une fois qu'il connaît les règles, il reste dans les règles générales édictées par les législateurs et bien précisées par les gouvernants, il agit, il fonctionne, et là, on le respecte. La deuxième chose qui est très importante, c'est, il ne faut pas oublier que le gouvernement a soumis à l'Assemblée nationale un projet de loi visant l'exercice de la clientèle privée. Et ce projet de loi, il a été voté en janvier 2025. Et ce projet de loi, il faut dire qu'il est très innovant. Déjà, vous parlez de la philosophie sur laquelle ce projet de loi a été élaboré. C'est il fallait renforcer l'intégration du secteur privé comme composant du système de santé. Deuxièmement, soumettre le secteur privé à des exigences de qualité de soins et de redevabilité, au même titre que le secteur public. Troisièmement, favoriser le développement de l'établissement sanitaire privé. Faciliter l'exercice en clientèle privée. Renforcer le contrôle de l'exercice en clientèle privée et protéger le patient et le professionnel. Ça, c'est la philosophie. Maintenant, en termes d'innovation, il y en a plusieurs, mais je vais vous en citer quelques-unes. Notamment la promotion du développement du secteur sanitaire privé, l'affirmation de la responsabilité des établissements sanitaires sur le plan civil et pénal, l'autorisation des investissements des non-professionnels, ce qui était interdit. Et on sait que le professionnel de la santé n'est pas à refaire et qu'il a besoin de ressources. Et dans le pays, on sait qu'il y a beaucoup de Béninois qui auraient aimé investir et accompagner. Et là, cette loi leur permet maintenant de le faire. Ensuite, il y a la faculté pour les promoteurs de créer des groupes d'établissements. Donc, on peut se mettre en groupe où un individu peut créer plusieurs établissements et les diriger en restant dans les normes. Et je rajouterai ensuite la liberté de choisir la forme juridique, ce qui n'était pas possible avant. Créer une SA, ça permet d'avoir donc plusieurs acteurs actionnaires, donc de pouvoir facilement mobiliser un capital pour faire des grandes choses. Et ce qu'on veut, c'est que le secteur privé puisse travailler ensemble, s'unir pour qu'on voit apparaître des gros établissements privés qui donnent des soins de qualité. Et enfin, sa facilitation à délivrance des autorisations. Donc tout ça, c'est autant de choses qui font que le secteur privé n'est pas oublié et qu'il est au contraire accompagné pour qu'il continue à jouer son rôle de deuxième pied du secteur de la santé. Dans les mesures, il y a une disposition qui prévoit de faire dérogation quant à l'âge de recrutement de certains contractuels qui doivent servir dans le secteur public. Le gouvernement a relevé cet âge de 40 à 45 ans pour certaines spécialités qui manquent au secteur public. On imagine que ces spécialistes-là, ils viendront certainement du privé. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un déséquilibre là, de vider les structures privées au profit du public? Oui, effectivement, on peut se dire cela, mais il faut reconnaître que l'exercice en clientèle privée, c'est d'abord un choix personnel. Ce n'est pas tous les médecins qui ont envie, qui ont la capacité de faire un exercice libéral, parce que les contraintes sont importantes. Quand on est dans le privé, on est obligé d'acquérir, en plus des compétences techniques qu'on a, des compétences donc techniques très importantes pour gérer une entreprise, gérer une équipe, identifier les problèmes, les régler, qui font qu'on n'a parfois l'impression que le médecin qui est dans le secteur privé, il fait 2 métiers à la fois ou 3 même. Et ça garantit que tout le monde ne peut pas avoir envie d'être dans le privé. Alors, cette disposition qui fait passer de 40 à 45 ans, c'est vrai, elle va retirer du secteur privé certains qui n'ont certainement pas la fibre privée. Ou bien des fonctionnaires qui ont qui ont travaillé une partie et qui ont arrêté et qui n'ont pas trouvé que le privé leur permet de s'épanouir et qui veulent revenir. Ça, c'est possible. Mais je suis confiant parce que le secteur privé a connu un choc plus important que ça en septembre 2018, quand il a fallu arrêter l'exercice double, puis privé. C'est là
Je crois qu'un choc plus gros que ça, on ne peut pas l'avoir. Et le secteur privé a été résilient, est resté. Donc cette mesure-là, non, je ne pense pas qu'elle poserait des problèmes. Et ce qu'on recherche, c'est que les cliniques apprennent à se mettre ensemble, voire à fusionner pour faire des grosses structures qui vont contribuer à leur résilience. Vous avez à un certain moment parlé d'accréditation des médecins. Accréditation des médecins, qu'est-ce que c'est et comment ça va se passer? Quand l'ARS a été créée, les textes ont prévu que l'ARS développe dans le secteur de la santé 2 choses en matière d'amélioration de la qualité des soins. C'est la certification des établissements de santé et l'accréditation des professionnels de santé. Et effectivement, dès l'installation, on s'est mis au travail, mais on s'est rendu compte très vite que ça ne pouvait pas prospérer parce que le secteur était miné par une situation d'insécurité pour les patients. Ce qui fait que ces 2 dispositions-là, on les a mises en veilleuse pour aller travailler sur un dispositif autre qui est celui pour la sécurité des patients. Et ce dispositif-là, c'est sur lui qu'on a travaillé et qu'on a déployé dans le secteur déjà depuis le 28 mars 2024. Et on a commencé à faire les auto-évaluations et dans quelques semaines, les évaluations externes d'établissement. Le deuxième module qu'on va mettre après celui-là, ça sera effectivement l'accréditation des professionnels. C'est celui qu'on est en train de peaufiner. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors que le dispositif pour la sécurité des patients va regarder de manière globale l'établissement, là, on va regarder le professionnel, l'acteur du soin. Est-ce qu'il fait ses soins conformément aux prescriptions de la science aujourd'hui? Est-ce qu'il le fait comme ça tout le temps ou quand il a envie? Et c'est ça qu'on va regarder. Donc, et on sait que un professionnel de la santé qui sort au bout de 5 ans, s'il n'a pas suivi une formation continue, il est dépassé. Et donc, on va faire, dans le module accréditation, il y aura un élément qui va consister à dire, tu es professionnel, tu dois faire des formations médicales continues. Et on met un dispositif pour te dire quelles sont les formations prioritaires qu'il faut que tu suives en fonction des orientations vers lesquelles l'ARS veut conduire le secteur en termes d'amélioration. Et on va te dire combien de points chaque participation à des formations apporte. Et tu auras chaque année à faire acquérir un quart des points. Et au bout de 4 ans, tu as fait la totalité. Et la 5e année, l'ARS va regarder pour ton dossier, pour le finaliser et te donner l'accréditation. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est de te voir dans ta pratique. Comment tu pratiques? Est-ce que tu pratiques conformément à ce qui est attendu des prescriptions de la science? Et là, ça peut être qu'on va te mettre en situation de simulation. Donc, c'est des espaces, on a des simulateurs, on va te mettre en situation. Ou bien c'est des malades experts qu'on aura formés qui vont jouer le rôle de malade. Et vous, professionnels, vous allez agir et on vous regarde de l'examinateur et ils vont vous noter. Voici. Et c'est aussi voir le retour au niveau des patients, comment votre pratique est perçue par les patients que vous servez et combien vous déclarez d'événements indésirables liés à votre pratique. Parce qu'on sait que l'homme est faillible et qu'on peut se tromper. Et donc, on attend que chaque professionnel puisse dire « je me suis trompé » sans que ça conduise à sanction. Parce que s'il est capable de dire « là, j'ai pas bien fait », ça veut dire qu'il est attentif à ce qu'il fait et qu'il sait bien ce qu'il doit faire et qu'il est capable de dire « là, j'ai pas bien fait ». Et là, et qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer, pour corriger. Voici autant de choses qui vont permettre de faire. Et tous ces éléments-là, dispositifs, que ce soit le dispositif pour la sécurité des patients ou le dispositif pour l'accréditation des professionnels, ce n'est pas des dispositifs qui sont là pour faire mal, pour écarter. C'est au contraire pour induire chez chacun les établissements de santé, dans la globalité, les professionnels de santé, qu'est-ce que je fais pour faire mieux tous les jours, toujours mieux que la veille. Pour ce projet d'accréditation des médecins, vous dites que c'est en veilleuse, ce n'est donc pas pour bientôt? C'est pas pour maintenant, on est en train de travailler pour ça va être le dispositif en deuxième position, après celui de la sécurité des patients. Et pour la certification des hôpitaux? Ça va arriver bien plus tard.
Occupons-nous déjà des 2 premiers. Okay. Parlez-nous un peu alors de ce dispositif de la sécurité des patients. Et déjà, il faut définir ce que c'est la sécurité. La sécurité d'un patient, c'est de faire en sorte que ce patient, à l'occasion des soins, ne soit exposé à aucun préjudice évitable. Et que les autres risques auxquels il peut s'exposer soient minimisés. Donc je ne peux pas aller à l'hôpital pour dire j'ai un accès palus et le médecin décide de me traiter en me faisant une perfusion un traitement anti-palus par les veines et que je ressorte avec un bras qui a doublé le volume. Ou qu'une semaine après j'ai une infection au point où j'ai été piqué. Ça c'est un préjudice qui est évitable si on respecte bien les bonnes règles pratiques. Voici ce qu'on veut éviter. Alors, et dans ce dispositif, on regarde l'établissement, comment il fonctionne dans sa relation avec les malades. Et pour faciliter cela, on a mis en place des domaines. Et il y a 5 domaines. Le premier domaine concerne la gestion et la gouvernance de l'établissement. Donc ça veut dire, on regarde comment les responsables de l'établissement organisent la gouvernance de l'établissement. Le deuxième des domaines, c'est l'implication des patients. Parce qu'on pense que le patient doit être un acteur de sa santé et pas être un passif qui subit tout ce qu'on lui fait. Et ça, on voit comment l'établissement fait pour impliquer les patients. Et comment il implique la communauté aussi. Et ça, c'est important. Je dois faire un soin, je dois rechercher à chaque fois le consentement du patient. Et c'est un consentement qui doit être éclairé. Je dois le rechercher dans la langue que le malade comprend. Et ce patient, progressivement, il devient un acteur. Et quand il devient acteur, il permet de faciliter les choses. Et l'OMS a bien étudié tout ça et a montré que chaque fois qu'on implique un patient, on réduit de 15% le risque de survenue de préjudice. Donc c'est bon à prendre, il faut le faire. Le troisième domaine, c'est le domaine des pratiques professionnelles sûres. C'est-à-dire, les professionnels, est-ce qu'ils travaillent de manière sécurisée pour le malade et pour eux-mêmes? Dans l'exercice de ma profession, est-ce que je respecte les référentiels de soins? Et là, l'ARS travaille pour l'élaboration des référentiels qui vont être mis à leur disposition pour qu'ils puissent travailler. C'est un peu comme si on donne un code de la route à un conducteur automobile. Il sait comment avancer, comment fonctionner. Le quatrième est celui qui concerne la formation continue. Donc, on en parlait tout à l'heure avec l'accréditation. Et le cinquième, c'est l'environnement sécurisé. Donc, est-ce que l'espace dans lequel se déroulent les soins aux patients, est-ce que c'est un environnement sécurisé pour le patient et pour le professionnel? Est-ce que l'établissement de santé a une clôture qui empêche la divagation des animaux, l'intrusion de n'importe qui? Est-ce que le système électrique est sécurisé? Je ne vais pas aller faire ma douche et être électrocuté. Voici autant de choses qui font que, en ayant mis en place ce dispositif pour la sécurité des patients, on met en place une base qui est solide pour qu'on puisse y greffer tout le reste. C'est pour ça qu'on n'est pas pressé d'aller à la certification, mais sécurité des patients, on a déjà les domaines permettent d'explorer plein de choses et on va y greffer l'accréditation des professionnels. Je pense qu'on aura fait déjà beaucoup de choses. Alors, où en est le processus concernant la sécurité des patients? Alors, vous avez commencé, vous avez dit? Ah oui, on a commencé. Le lancement du déploiement a été fait le 28 mars 2024 et on a fini le 31 décembre 2024 et on a commencé la mise en œuvre. Donc, l'activation qui fait que dans chaque établissement, on doit être en train de travailler dessus. Ce qui fait que 1er avril, à partir du 1er mars, les établissements devaient commencer une auto-évaluation. C'est-à-dire, les éléments d'évaluation que l'ARS va utiliser, elle leur a donné. Utilisez-les vous-même pour vous auto-évaluer. Donc, on ne recherche pas à sanctionner, surpris, puisqu'on leur a donné les outils d'évaluation. C'est comme on fait une dictée préparée. On vous donne le texte et vous le lisez, et puis le lendemain, on fait la dictée. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour vous regarder si vous avez bien fait, pas bien fait, et corriger. Donc, et là, ils doivent envoyer à l'ARS les rapports de leur auto-évaluation. On est en train de le recevoir. On est à près de 1000 déjà reçus depuis le début du mois de mai. Et nous allons, une fois qu'on a reçu, regarder et planifier et aller faire les évaluations externes. Donc où là, ce n'est plus les acteurs de l'établissement qui vont faire leur évaluation, mais c'est des personnes qui n'ont qu'un lien. On va faire attention, qui n'ont qu'un lien avec l'établissement pour les envoyer, pour aller faire l'évaluation externe. Et après, il y aura des sanctions pour les mauvais élèves? Alors, ce qui nous intéresse encore, c'est faire progresser tout le monde. Donc, pour l'année 2025, les évaluations qu'on fera, on dit qu'elles sont apprenantes.
Donc ça va permettre de montrer à chacun quel est son niveau et voir avec chacun comment il peut faire pour avancer. On s'est fixé comme objectif qu'à la fin 2025, que 100% des établissements de santé du Bénin aient rempli les conditions pour être au niveau 1. Dans l'échelle, il y a 5 niveaux. Le niveau 1, c'est le critère essentiel. C'est la base qu'on peut exiger d'un établissement de santé. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, un nouvel établissement de santé ne peut pas ouvrir s'il ne remplit pas les conditions. Voici. Donc, on va arriver et on va trouver des écarts. On va leur expliquer comment le corriger. Et à partir de 2026, les évaluations, elles seront là, accompagnées des sanctions qu'il faudra. Donc, un établissement qui manifestement, malgré une série d'accompagnements, ne progresse pas, ça voudra témoigner qu'il n'a pas envie ou qu'il ne peut pas. Et peut-être, ça va être l'occasion de dire, vous êtes deux à ne pas pouvoir. Si vous mettez ensemble, vous allez certainement pouvoir le faire. Donc, on va inciter comme ça les établissements à travailler, à mutualiser pour que leurs efforts puissent permettre de grandir. Parce qu'on n'a pas une multitude d'établissements de santé pour qu'on se permette de dire qu'on va en fermer parce qu'il y en a trop. Non, on veut les préserver, mais qu'on soit la garantie que le malade qui va dans n'importe quel centre de santé sur le territoire béninois ait la garantie d'avoir des soins de qualité et des soins sécurisés et qui ne va pas subir de préjudice. Donc, si je comprends bien, aussi bien les privés que les publics sont concernés. Exactement, il n'y a pas d'exception. Quel que soit le type d'établissement, un établissement de santé de premier contact, je veux dire un cabinet de soins infirmiers, un cabinet médical, un cabinet de sage-femme, un centre de santé d'arrondissement, un centre de santé de commune, même chose. Un hôpital public, une polyclinique, tout le monde est concerné au même titre et des référentiels spécifiques, soit pour les établissements hospitaliers, soit pour les établissements de santé de premier contact. C'est le même référentiel qui est appliqué à tout le monde, qu'on soit du public ou du privé. Et un établissement public peut aussi être fermé s'il ne remplit pas les conditions. Là, c'est l'État qui est directement responsable. Ah ben oui, justement. Quand on a un privé qui ne remplit pas, on lui dit, voici les écarts que vous avez. Élaborez votre plan d'amélioration pour nous dire quand et comment vous allez remplir les conditions. Et on va en négocier. Si on fait ça 2-3 fois et il n'arrive pas à faire, on va lui dire, mais il faut fermer parce que ton établissement comporte un risque. Avant de dire de tout fermer, si c'est dans un service qui a un problème, on dit, on ferme le service. On laisse le reste, mais là où il y a problème, on le ferme, vous l'améliorez avant. Donc avec le public, on fera aussi pareil. À la différence près que, avant de fermer, c'est le gouvernement qui prend la décision. Et il dira maintenant au Conseil des ministres, oui, cet établissement, je peux pas arriver à le mettre aux normes, fermez-le. Ou, ah non, laissez-nous 2 mois, 3 mois, on met le paquet, et puis ça reste disponible. Voici, il n'y aura pas de mesures plus fortes pour les uns ou pour les autres. Parce qu'en fait, ce qu'on recherche au bout du compte, c'est que un patient, qu'il aille dans un établissement de santé, qu'il soit public ou privé, qu'il ait la même garantie en termes de qualité et de sécurité. On ne veut pas faire le public, on peut faire ce qu'on veut dans le public. Non, le malade, c'est un humain. Et qu'il soit dans le public ou dans le privé, on doit le regarder de la même façon. Merci beaucoup à vous de vous être prêté à nos questions. Docteur Lucien de Soubété, je rappelle que vous êtes le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé au Bénin. Merci encore. Merci à vous et au plaisir de se revoir et à vos auditeurs de bien leur faire comprendre que pour l'ARS, c'est faire en sorte que le patient soit un véritable acteur et qu'il s'implique. On a besoin de l'entendre s'exprimer sur la manière dont il reçoit les soins et la manière dont il est traité pour qu'ensemble on arrive à construire un système de santé performant et résilient. Merci à vous, docteur.